Alors, on va l'entendre par l'intermédiaire du téléphone de Yann. Formidable. Eh bien, le premier intervenant, c'est donc Sébastien Claes, qui est responsable de la médiation à l'Espace Éthique Île-de-France, et que grâce à l'intermédiation de Yann Collot et d'une téléphonie, pour le coup, on va pouvoir entendre tout de suite. Sébastien Claes, vous avez la parole. Allô? Bonjour à tous. Alors, je suis pas au téléphone et je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Voilà, je suis avec vous Formidable. dans ce charmant petit monde virtuel. Bonjour à tous. Voilà, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc, 5 minutes d'intervention, c'est assez court pour vous présenter les enjeux qu'on a beaucoup travaillé de l'accompagnement à distance, mais j'espère qu'on pourra en discuter par la suite. Je vais vous présenter vraiment les très grandes orientations de manière extrêmement synthétique. Donc, ces orientations, on les a élaborées à partir d'un travail de l'Observatoire de l'espace éthique Île-de-France, monté en période pandémique. Donc, notre observatoire Covid-19 éthique et société existe depuis mars, et il a pour objectif de monter des groupes de travail sur des sujets assez spécifiques, comme le handicap, le grand âge, la réanimation, les établissements, le domicile, etc. Et de faire des enquêtes voilà, à partir de questionnaires en ligne. Donc l'idée, c'est absolument pas d'être exhaustif ou de mener des enquêtes de type sociologique. L'idée, c'est vraiment de contacter les professionnels de terrain, les personnes concernées, les proches, les aidants, etc., les bénévoles, et d'extraire de ces questionnaires les grands enjeux éthiques qui se sont posés pendant la période du premier confinement, du déconfinement. Donc il y a eu 2 enquêtes, et il y a d'autres enquêtes qu'on est en train de mener en ce moment même sur le second confinement, dont je ne vous parlerai pas, puisqu'elles sont encore en cours. Donc, ce qu'on a constaté sur cet accompagnement des personnes vulnérables à distance, c'est que cette distance, elle s'est jouée de 2 manières différentes. C'est-à-dire, dans le champ du handicap, on le voit bien, la distance, elle a joué entre le domicile et les établissements, à la fois pour les personnes qui ont choisi de retourner chez leurs parents ou dans le milieu familial, et donc c'est un éloignement de l'établissement, ou bien autre possibilité de creusement comme ça de la distance, c'est toutes ces personnes qui se sont retrouvées en établissement et donc isolés de leur famille, qui ne pouvaient plus venir les visiter, ou dans lesquels ils ne pouvaient plus retourner, comme ça se passe souvent le week-end. Donc cette distance qui s'est creusée, il y a eu de nombreux moyens techniques qui ont été trouvés pour essayer de la combler. Des visioconférences, des tutoriels en ligne pour faire de la rééducation, des groupes WhatsApp, même des contacts téléphoniques, des groupes Facebook, etc., avec des objectifs très différents. Donc, pallier l'absence des visites des proches en établissement, les visites médicales, les contacts entre les externats et les familles pour soutenir les familles et proposer éventuellement un répit, des groupes de parole, des groupes d'entraide, des lignes d'écoute psychologiques, etc. Donc, pour moi, d'après nos études, donc nos 2 questionnaires sur le handicap, sur cette question-là précisément, et puis les différentes séances de notre groupe de travail, il y a 5 grandes questions d'ordre éthique qui se posent dans la mise en place de ces stratégies d'accompagnement. Alors, tout d'abord, dernière petite partie introductive, c'est que ces différentes techniques, on va pas du tout les aborder de manière avec une approche de solutionnisme technologique qui dirait ah ben voilà, grâce à la visioconférence on a pu faire ceci ou cela, mais on envisage ces nouvelles technologies comme ce qu'on appelle, à la suite du philosophe Bernard Stiegler, des pharmacones, c'est-à-dire à la fois des remèdes et des poisons, et pour faire de ces nouvelles technologies un remède qui s'insère bien dans un système social, dans un système de soins, dans un système économique, etc. Il s'agit de développer de nouveaux savoirs et de nouveaux savoir-faire autour de ces technologies. D'où l'enjeu d'accompagner l'émergence et l'utilisation croissante de ces technologies, de questionnements éthiques qui nous permettent d'insérer l'usage de ces technologies dans les enjeux de terrain, dans les enjeux de pratiques quotidiennes, dans les enjeux de l'accompagnement des personnes.
Alors, 5 points. D'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier le principe fondamental de l'accompagnement. C'est ce qu'on a vu effectivement dans notre enquête, et partir d'un projet personnalisé, respecter l'autonomie des personnes, donc ne pas imposer l'usage d'une technologie ou la manière de l'utiliser, sachant que certaines technologies peuvent être assez intrusives du point de vue de l'intimité. Donc, il paraît important d'abord de voir comment faire pour obtenir le consentement du choix des interfaces, d'une nouvelle forme d'organisation dans l'accompagnement des personnes entre le domicile et les établissements, de demander aux personnes qu'est-ce qu'on va faire de leurs images, par exemple. Pour vous donner un exemple concret, dans le Comité national pilote d'éthique du numérique, dans son premier bulletin d'information du 7 avril 2020, nous disait la chose suivante. Pour vous dire qu'il faut faire les choses finement et en contact vraiment avec les personnes, en obtenant leur consentement dans le cadre d'un projet personnalisé. Donc, il nous disait, la téléprésence peut engendrer un choc psychologique pour les patients de voir leurs proches seulement à distance, ou pour les proches de voir le patient souffrir et en situation de faiblesse. Quant aux images ou sons enregistrés, ils peuvent être considérés comme attentatoires à la dignité et au respect de la vie privée de la personne souffrante. Donc, il y a évidemment la question de la conservation des images, de ce qu'on va pouvoir en faire. Est-ce qu'on prend des photos de personnes en fin de vie, par exemple, pour les envoyer à la famille, pour créer de la proximité? Pendant le premier confinement, cette question pouvait se poser. Elle ne se pose plus aujourd'hui, puisque dans les établissements, les personnes en fin de vie peuvent être visitées par leur famille. Le deuxième grand point que je voulais évoquer très rapidement, je suis désolé de survoler ces points sur lesquels on pourrait discuter assez longuement, c'est l'accompagnement non seulement des personnes à distance, mais l'accompagnement dans la distance et dans l'usage des outils. Donc là, c'est tout ce qui revient à réduire la fracture numérique. Comment accompagner une personne vulnérable dans la communication à distance avec ses proches. Donc l'idée, ce n'est pas simplement d'allumer Zoom et de laisser la personne en autonomie, mais de lui indiquer comment utiliser l'outil, la manière dont ça fonctionne, quelles sont les limites de l'utilisation de l'outil, comment informer aussi sur le bon usage. On ne peut pas faire n'importe quoi en visioconférence, etc. Et donc l'idée, peut-être, en suivant une recommandation de la HAS dans un rapport d'analyse de 2019, qui s'appelle « Numérique, quelle révolution ?» avec le R entre parenthèses, de créer un poste de médiateur numérique dans les établissements ou bien un poste d'accompagnant à domicile qui puisse jouer ce rôle de médiateur numérique. Donc ça s'est créé effectivement sans porter nécessairement ce nom-là dans certains établissements avec des volontaires en service civique, par exemple. Donc ça, on peut effectivement faire un retour d'expérience sur ce qui a commencé à se dérouler et ce qui peut-être va prendre de l'importance dans les semaines et les mois qui viennent. Le troisième point, c'est de penser la complémentarité de l'accompagnement entre le domicile et l'accompagnement à distance. Alors, il y a 2 points. C'est d'abord que l'accompagnement à distance ne peut pas s'effectuer parfois sans un certain nombre d'équipements ou de matériel. Donc, voir si les personnes sont équipées d'un ordinateur, d'enceintes, d'écouteurs, etc., pour pouvoir parler seul à seul, si on veut, avec un accompagnant, sans partager cette discussion avec toute la famille ou avec tous les colocataires. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est comment est-ce qu'on apporte ce matériel. Donc là, on a un témoignage recueilli dans notre enquête sur le déconfinement. Et une directrice d'établissement nous dit la chose suivante. Les kinés, orthophonistes, psychomotriciennes de l'établissement ont conduit par visioconférence des séances avec parents et bébés vulnérables. Parallèlement, en tant que directrice, j'ai déposé du matériel pour soutenir les installations qui permettent et soutiennent le développement psychomoteur des enfants. Voilà. Donc ça pose toute la question de savoir comment intervenir au domicile avec les meilleures règles de sécurité sanitaire, comment respecter l'intimité des personnes, comment ne pas s'insinuer dans une organisation familiale qui est déjà complexifiée du fait de la crise sanitaire. Un autre point, le quatrième, c'est sur les solidarités, sur la complémentarité entre l'accompagnement dans les établissements et l'accompagnement
et comment on peut s'appuyer sur les voisins, la famille, les amis, les différents proches. Alors, on a vu dans l'enquête Handifaction qu'on a menée du 17 mars au 19 avril 2020, donc c'est une enquête qui porte sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. On a posé des questions spécifiques sur le coronavirus et on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes concernées nous disent avoir besoin de l'aide des voisins, des amis et de la famille. Et dans l'évolution, on voit de moins en moins des professionnels, évidemment lié au fait que les interventions à domicile sont de plus en plus compliquées et que les externats, etc., étaient fermés. Donc l'idée, c'est de se poser aussi ces questions éthiques liées à la complémentarité entre les établissements et le lien social et la manière dont les voisins, les proches peuvent intervenir en complémentarité des établissements. Noémie Nolot, une participante à notre groupe de travail, posait, je trouve, de manière très intéressante la question. Je vais vous lire un extrait d'un compte-rendu d'un groupe de travail du 7 avril sur ce sujet. Donc, elle nous parlait du lancement de la plateforme solidairhandicap.fr qui recense les initiatives de solidarité au plus près des personnes. Donc, elle nous dit « Une question se pose sur la nature des offres qui peuvent être déposées. Peut-on diffuser des offres commerciales, même si elles sont gratuites, par exemple? Peut-on diffuser des propositions de voisins qui se substituent aux auxiliaires de vie ou à des professionnels? Comment expliquer le périmètre des missions possibles aux internautes? N'est-ce pas un risque de contamination? Ne faudrait-il pas une charte de bonnes pratiques et de précautions à prendre, par exemple? On peut aussi se demander si les auxiliaires de vie peuvent éventuellement former les voisins à quelques gestes techniques à effectuer en cas d'accident ou en cas de problème majeur. Je pense par exemple aux personnes trachéotomisées ou des choses comme ça. Mais ça pose de nombreux enjeux éthiques dont il faudrait discuter. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que, évidemment, dans l'accompagnement à distance, il y a deux personnes. Il y a la personne accompagnée et l'accompagnant. Et l'accompagnant, lui aussi, souffre de la distance. Et je pense qu'il y a eu un mal-être qui s'est exprimé dans nos enquêtes, un mal-être professionnel des accompagnants. Je vais vous lire quelques témoignages. Et l'idée, c'est de se demander comment structurer une réflexion sur les pratiques d'accompagnement à distance, quand on est soi-même à distance, comment accompagner les professionnels à distance, comment les former sur l'accompagnement à distance, comment on peut créer des structures de partage d'expérience pour éviter la solitude que, d'ailleurs, même en temps normal, pour les professionnels à domicile ressentent souvent. Je vais vous lire quelques témoignages sur ce sujet qui viennent de nos enquêtes des confinements et confinements. Le premier témoignage, donc, une réactivité et une adaptabilité des professionnels pour accompagner des bébés, enfants et jeunes et leurs parents à distance tout en étant dans une proximité, une intimité même. Pour les professionnels, un positionnement très inédit projeté dans des postures d'accompagnement qui n'ont pas été travaillées, ce qui a un effet contenant, c'est le maintien de l'institutionnel qu'il a fallu inventer au fur et à mesure. Donc c'est le maintien de l'institution qui compte ici beaucoup. Le deuxième témoignage, les professionnels qui assurent un suivi par téléphone auprès des familles et personnes accueillies confinées à leur domicile sont exposés individuellement à un changement de distance dans leur travail, qui peut entraîner de sérieuses difficultés. Changement qui ne peut être pour l'instant régulé en équipe pluridisciplinaire. Je m'interroge sur les manières de soutenir les professionnels à distance. Alors, pour conclure cette petite présentation très rapide, je pense que quand on parle d'éthique, il faut toujours s'intéresser à la fois aux finalités de nos actions. Donc, il faudrait pouvoir parler de ce que nous pensons être le bon accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement? Qu'est-ce que les personnes attendent de l'accompagnement? Quelles sont les conséquences possibles de l'utilisation de ces nouvelles méthodes d'accompagnement? Quelles sont les dérives possibles? Qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les nouvelles pratiques, les nouveaux savoirs à développer et à partager pour faire de la formation? Les nouveaux savoir-faire également à développer. Voilà. Les savoir-faire, on ne peut pas les inventer de but en blanc, hein. Il faut les repérer sur le terrain, les analyser, les comprendre, les partager. Et en dernier ressort, cette question de la distance, je voulais simplement conclure de cette manière-là en disant qu'elle se pose de toute façon dans la question de l'accompagnement. Il faudrait justement reposer cette question de ce que c'est que l'accompagnement et la distance dans tout accompagnement, même lorsqu'il se fait en présence, si on veut. Et pour
conclure, j'aime bien faire toujours résonner cette parole des personnes concernées, des personnes en situation de handicap. Et je voulais vous lire un petit passage d'un texte d'une personne, Félicie Gatinet-Penaud, qu'on a publié sur le site de l'Espace Éthique et qui nous parle justement de la distance pour ouvrir la réflexion sur ce sujet. Alors, je lis son texte. Dans ce rapport particulier que mêlent professionnalisme et promiscuité, il est souvent difficile pour les deux protagonistes de trouver la juste place, et notamment dans le contact physique. Très sensible à celui-ci. Pour vous donner un exemple, quand je me fais maquiller, je n'apprécie pas vraiment qu'on me colle à la peau, qu'on englobe mon fauteuil, qui fait partie de moi, ou encore qu'on s'appuie sur moi de tous les côtés pour me maintenir, ou juste comme ça. À l'inverse, me faire savonner à 3 mètres de distance m'interpelle toujours un peu. Oui, ça m'est déjà arrivé. Vos missions, alors elle parle des auxiliaires de vie en formation, vos missions seront loin d'être faciles et exigeront beaucoup de courage, de force et d'humilité. C'est pourquoi cette profession doit être mûrement réfléchie et s'exercer avec passion. Voilà. Alors, je pense qu'à l'Espace Éthique, on essaye à la fois d'accompagner les accompagnants avec passion et puis d'être dans cette réflexion nécessaire. Voilà, j'espère que ces quelques pistes vous auront intéressé. Je vous remercie de votre attention. Ne partez pas cependant, Monsieur Claes, parce que je pense qu'on aura un débat et qu'on aura des questions à vous poser. Vous avez parlé des personnes en situation de handicap et vous avez à un moment donné parlé de matériel adapté, d'espace adapté. Alors c'est vrai qu'une personne à mobilité réduite, une personne en fauteuil, ça pose des problèmes, mais ça pose aussi des problèmes lorsqu'on vit dans la précarité, qui sont une autre forme de population fragile, une autre forme de fragilité. Et je pense que c'est en particulier de ça que Abdelhadi El-Badawi va nous parler, lui qui est président fondateur de Banlieue Santé et de Café de Femmes. Alors s'il a le micro en main, il a maintenant la parole et puis on essaiera de débattre avec l'assistance. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Abdelhadi El-Badawi, infirmier de profession, infirmier libéral et président fondateur de Banlieue Santé. Je vais d'abord réexpliquer un petit peu Banlieue Santé ce qu'on fait. Banlieue Santé est une association qui lutte contre les inégalités sociales de santé, en prenant en compte un tas de dispositifs existants sur un territoire. On cartographie les réponses de santé publique et on cartographie les besoins des habitants du territoire. On fait en sorte que les associations, les bénéficiaires, toutes les qui mènent des actions de santé sur un territoire puissent co-construire ou collaborer pour des actions qui touchent des publics dits fragiles. En quartier populaire, mais aussi en ruralité, parce que, pour rappeler rapidement à la définition de banlieue, ça veut dire lieu bâti, mis au banc, et pas au sens des quartiers populaires. Banlieue, c'est mis au banc sur le plan historique. Donc, c'est toutes celles finalement qui sont hors du système de santé. D'ailleurs, la ruralité a aussi beaucoup de problématiques aujourd'hui pour avoir accès à la santé. Si nous, avec des professionnels de santé, mais aussi les acteurs sur ces questions-là, que ce soit des associations humaines, sociales, sportives ou autres, créer ensemble des solutions sociales et médicales. Monsieur El-Badawi, pardonnez-moi. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on vous entend. On vous entend vraiment avec difficulté, Monsieur El-Badawi. La question des gestes barrières, de la formation et de l'information. Alors, on a mené des actions assez simples. C'est déjà qu'on a traduit les messages de santé publique en plusieurs langues, parce que le ministère et l'OMS avaient engagé des idées qui permettaient d'expliquer la distanciation sociale, le masque, des protocoles divers et variés, mais aujourd'hui, une grande population n'avait pas accès à l'information, on ne connaît pas l'information. Notamment, par exemple, en près de 140 langues différentes. La distanciation sociale, certaines cultures, ça ne s'explique pas, ça s'explique en tout cas de la manière dont ils comprennent eux sur la partie culturelle là-dessus. Donc on a décidé de mobiliser des professionnels de santé du territoire qui avaient
la possibilité d'avoir cette langue maternelle et qui pouvait traduire les messages de santé publique en plusieurs langues. Et donc, on a fait des vidéos assez simples, diffusées sur des groupes WhatsApp, des communautés, etc., etc. Ça nous a permis de toucher plus de 50 000 personnes sur ces vidéos qui ont été récupérées par des préfectures, des régions, des départements, mais aussi des ARN, transmis à des associations. Ça a été aussi utilisé par les associations de territoire, des ONG qui avaient besoin pour typiquement bénéficiaires des migrants, par exemple, dans des camps d'Europe, etc. Ça, c'était une première action. On a aussi créé une application avec la start-up Contournement en près de 7 jours qui nous permettait en très peu de temps de diffuser ce message et coordonner une action sanitaire dans ces quartiers populaires. C'est-à-dire que vous ne voulez pas aussi créer encore une nouvelle application à télécharger sur Apple Store ou Android, donc créer quelque chose d'assez simple. Pour ça, on a décidé conjointement de créer un lien qui était transmissible par WhatsApp, Instagram, Facebook, qui permettre à n'importe qui avec n'importe quel téléphone d'avoir accès à notre application donc ça a facilité aux habitants les plus fragilisés d'avoir accès à ces informations de santé publique, mais aussi de la permis de coordonner un ensemble d'acteurs associatifs qui étaient au plus près des habitants. Parce que beaucoup d'habitants se sont retrouvés isolés, enfermés du jour au lendemain du pouvoir sortir, parce que, par exemple, ne serait-ce qu'une attestation, quand tu es illettré et analphabète, c'est très compliqué pour ces habitants-là de pouvoir préparer cette attestation et de sortir. Et donc, ça nous a effectivement été remonté tout de suite par le terrain. Et donc, on a décidé de faciliter cela aux associations pour qu'elles puissent, je dirais, retourner auprès des bénéficiaires et leur faciliter la possibilité d'avoir des attestations et de sortir. Et en fait, on s'est aussi retrouvé tout de suite par une grosse problématique qui était la problématique alimentaire pour les sujets malades ou les sujets âgés qui avaient très peur de sortir et de s'exposer au virus. Donc on a décidé de créer avec un protocole sanitaire et d'hygiène des préparations de colis alimentaires qui étaient ce qu'on appelle des colis de confinement qui allaient au plus près des habitants et qui étaient distribués par les acteurs associatifs qui étaient formés à ce protocole d'hygiène, comment approcher les bénéficiaires, de quelle manière, la distanciation sociale, etc. Et donc, on a distribué près de plus de 500 000 repas dans ces quartiers, plus de 500 000 types d'hygiène, prenant gel hydroalcoolique, masque, shampoing, gel douche, parce que vous savez, le lien social passe aussi par le bien-être physique, et ne serait-ce que l'odeur, ne serait-ce que d'être touché, de pouvoir être bien en sa peau. Et on a, pour cette deuxième vague, mené une action beaucoup plus grande qui est lancée officiellement ce week-end. Ça fait quelques semaines qu'on a engagé tout un travail de terrain et de mobilisation des acteurs associatifs à un programme qui s'appelle France du Cœur, qui va se dupliquer au plan national avec des grands groupes et certains ministères, et avec l'aide de la Fondation Abbé Pierre, L'Oréal, la BNP, etc., pour avoir beaucoup plus d'impact sur ces territoires, où là, on forme des habitants, et aussi des bénévoles, des acteurs, des leaders d'associations, des leaders de communautés associatives, en tant qu'ambassadeurs Covid par une formation en e-learning qui nous a été conjointement, en fait, qui nous a été transmise par la Haute École de Santé Publique, qu'on a adapté au code des quartiers populaires pour permettre de faciliter aux acteurs associatifs d'avoir une action de proximité et d'être outillés. Donc cette formation dure 1 heure, ça permet à ces associations d'avoir un certificat et de pouvoir se mobiliser sur le territoire en comprenant qu'est-ce que le Covid, etc. et de quelle manière on approche des bénéficiaires fragilisés et malades. Et on a aussi utilisé, bien entendu, la télémédecine pour donner accès à des consultations à distance pour des patients qui avaient peur de sortir et qui ne voulaient plus aller à l'extérieur, qui n'avaient pas envie d'aller voir leur médecin, alors que
ça a parfois été ouvert. Il y avait pas cette capacité pour cette personne-là de sortir ou ces personnes-là de sortir. Et donc, on a décidé conjointement de mettre en place sur les téléphones des applications pour avoir accès au médecin généraliste du patient, quand il était possible d'avoir cet accès-là. Et donc, ça a été un franc succès parce qu'on savait que la rupture de soins allait être un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème aujourd'hui parce qu'on a énormément de patients qui ont des problématiques de santé, de pluripathologie et qui aujourd'hui ne vont plus voir le spécialiste ou autre. Et on s'est retrouvé aussi avec d'autres problématiques pour certains patients qui avaient des droits à eux ou autres et qui se sont trouvés à ne plus pouvoir reconduire leurs droits à eux et donc ils se sont trouvés à ne plus pouvoir avoir accès à la santé. Donc on a mis aussi en place des assistants sociaux pour permettre de continuer à accompagner ces habitants-là. Donc on a effectivement utilisé la tech au service de la santé et au service de la santé inclusive, tout en passant par les acteurs de proximité qui ont un ancrage territorial qui était facilement mobilisable parce qu'on les connaît depuis près de 20 ans et on a juste mis en place des moyens et des outils et faciliter les outils pour qu'ils puissent mener leurs actions sociales et solidaires auprès des habitants avec cette réflexion où la santé doit être au cœur de l'engagement solidaire. Donc, on est effectivement une équipe de professionnels de santé, mais aussi de travailleurs d'ingénieurs, mais aussi d'autres, je dirais, acteurs qui nous engagent au quotidien. On a près de 5000 bénévoles sur nos territoires en France. On est dans près de 600 quartiers populaires et ruralités. Et on travaille aujourd'hui conjointement avec l'ARS, les ministères de la Santé, mais aussi le ministère de la Ville et d'autres grands groupes à cette action de santé inclusive où il faut embarquer les habitants pour leur permettre d'avoir accès à la santé. Donc on crée différents parcours, on a une douzaine de parcours différents qu'on a mis en place et on propose aux institutions publiques, privées et on teste sur des territoires très difficiles parce qu'en fait on est très on se dit qu'il faut s'engager, aussi dans les plans où c'est très difficile d'avoir finalement une réponse. Parce que on sait que si on est engagé dans un territoire, par exemple, on est très engagé dans le 93, si ça fonctionne dans le 93, ça va marcher partout en France, généralement. On a fait ça à la base dans le 93 et sur les quartiers nord de Marseille, ça a été un franc succès. Et là, on a dupliqué sur d'autres territoires, les Hauts-de-France, la région Occitanie, etc., etc. Et donc, toujours avec l'engagement qu'il faut, un lien humain. D'ailleurs, on est en train de travailler sur la réflexion pour former des auxiliaires de vie en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices Covid, et aussi à ces questions de santé dans ces territoires-là, pour ces publics fragilisés qui sont des publics généralement malades. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé, tout à l'heure je le disais, les Covid confinements, c'était une manière pour nous de faire en sorte que les personnes malades aient accès à l'alimentation, aient accès à l'alimentation et à la santé, sans forcément sortir et s'exposer au virus. Merci à vous de votre attention. Le temps que je remette le micro, voilà, je vous disais merci beaucoup. Une question qui à la fois a un aspect pratique, à laquelle vous pourriez répondre avant de donner la parole au public, ou Sébastien Claës également. Mais Monsieur El Badaoui, tout à l'heure, il a été dit par Monsieur Claës qu'il fallait que les personnes qui se contactent puissent avoir, d'une part, le matériel et d'autre part, le lieu où se connecter en toute discrétion. On sait qu'une partie des personnes en situation économiquement précaire, une partie des gens du 9-3 dont vous avez parlé, mais aussi de toutes sortes d'autres endroits en France, ont de petits logements dans lesquels il leur est difficile de s'isoler pour parler seul à seul, quand bien même ils auraient une liaison Internet, une tablette, un smartphone, la plupart en ont maintenant. Mais
comment trouver l'endroit où parler en toute discrétion à un médecin et où entendre la voix de ce soignant, médecin ou non d'ailleurs, de manière discrète. Est-ce que ce problème est quelque chose que vous avez rencontré et auquel vous avez éventuellement une solution à apporter? J'ai pas ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des ressources locales de confiance qui vont pouvoir faire ce travail, des travailleurs sociaux, et qui vont pouvoir aller au plus près des habitants, des infirmiers, des infirmières libérales qui exercent sur leur territoire, et qui peuvent donner l'accès justement à cette discrétion, mais aussi au secret médical, parce qu'il y a des textes qui sont régis d'ailleurs pour les travailleurs sociaux sur le secret médical, quand ça se passe au domicile, quand effectivement ça se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, il n'existe pas de la part du cabinet médical cette confidentialité qui est mise en place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a engagé un travail assez fort sur des tiers-lieux de proximité auprès, je dirais, de ces habitants qui sont forcément confrontés à cette question de confiance et de confidentialité, parce que ces populations-là sont des populations d'ailleurs où ils s'expriment très peu, osent très peu, et parce que soit ils ont peur du jugement de valeur, soit ils ont peur de ne pas être compris, soit ils ont peur parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des notions un peu, je dirais, superstitieuses. Quand on parle de la maladie, il ne faut pas parler de la maladie véritablement, parce que si on en parle, la maladie, elle vient. Donc, en fait, il y a tout un travail aussi de confiance et aussi, je dirais, de désamorcer certaines, parfois, fausses croyances qui amènent à des catastrophes plus graves sanitaires pour ces habitants-là. Donc, c'est tout un enjeu pour nous sociologique et de réflexion de santé avec ces habitants-là. D'accord. Monsieur Claes, je pense que cette réflexion de Monsieur El Badawi sur la confidentialité, sur l'intimité, sur le secret est quelque chose que le spécialiste de l'éthique que vous êtes entend avec intérêt. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un dans la salle, dans les quelques courts instants qui nous restent, veut prendre la parole? Personne ne pose de questions. Moi, je voudrais d'abord vous remercier, mais aussi vous dire que ce champ est considérable et qu'on pense évidemment à l'accès à la santé digitale pour les nantis, les favorisés, ceux qui ont une liaison Internet de grande qualité dans un espace confortable et discret, qui du fond de leur salon ou de leur lit peuvent interroger le médecin traitant quand ils ne peuvent pas se rendre au cabinet ou à l'hôpital, mais qu'il y a toutes ces populations en situation de handicap, en situation de précarité diverses, économiques, sociologiques, culturelles, linguistiques. Tout à l'heure, quelqu'un a dit bravo à ceux qui ont mis en place des moyens pour communiquer lorsqu'on ne pratique pas la langue du professionnel de santé, avec des moyens en plusieurs langues. Tout cet accès à la santé digitale que les différentes catégories de populations fragiles, et elles sont bien plus nombreuses qu'on ne croit, sans parler des personnes très âgées et qui ont du mal à sortir de chez elles, ou des gens fragilisés par la maladie provisoire. Bref, il y aurait tout un champ à explorer. Je crois que la SFSD trouvera là un intéressant champ de développement et de réflexion, l'accès grâce au numérique, grâce à la santé digitale pour l'ensemble des populations fragiles, et qui pourra être poursuivi avec Sébastien Claes, Deladi El Badawi et d'autres peut-être aussi. Est-ce que quelqu'un, une dernière fois, veut prendre la parole? Oui, bonjour Jean-Jacques, c'est Nesrine. Bonjour Nesrine, c'est à vous que je faisais allusion tout à l'heure sur le polyglottisme. Rapidement, parce qu'on a débordé le temps, mais allez-y. Oui, alors merci beaucoup pour nos intervenants, c'était passionnant et je pense qu'on avait vraiment besoin d'une masterclass sur ce sujet parce que la santé digitale, la santé numérique, ça explose. Mais ce n'est pas forcément accessible pour tous et c'est important de le rappeler. Donc en dehors des connexions Internet, mais juste de la barrière de la langue, je pense que les actions à la fois de Abdelali avec Banlieue Santé et des retours d'expérience et aussi des témoignages que Sébastien peut nous apporter, c'est indispensable. Alors moi, j'aimerais juste vous poser une question à tous les deux. Alors aujourd'hui, on a connu ça avec le Covid, demain peut-être avec autre chose, je ne sais pas.
quelles sont vos préconisations? Qu'est-ce que vous attendrez peut-être des autorités administratives, des autorités de tutelle, peut-être en une ou deux actions terrain, cette fois-ci, voire de réflexion qu'on pourrait lancer vis-à-vis, par exemple, des formations des professionnels de santé ou ce que tu fais, Abdelali, avec les travailleurs sociaux. Quelles seraient pour vous une ou deux idées qu'on pourrait retenir pour éviter que ça se reproduise, en tout cas à ce niveau-là? 30 secondes chacun pour ne pas mettre les suivants en retard. Abdelhadi et Sébastien, 30, votre réponse en 2 phrases. Très bien. Alors, je me permets d'intervenir en premier. Alors, en une phrase, ça va être compliqué, mais je peux le dire en un mot, de la concertation. Voilà. Je pense qu'on a manqué énormément de concertation, on a manqué énormément d'appels à la démocratie sanitaire. Les associations sont rarement mises dans la boucle. Et je pense qu'aujourd'hui, pour prendre des décisions de santé publique, les décisions qui s'imposent et les prendre de la manière la plus inclusive et la plus pertinente possible, il me semble que nous devrions lancer une consultation qui fasse toute sa place à la démocratie sanitaire, qui est aujourd'hui beaucoup trop oubliée, de mon point de vue. Donc, concertation pour Sébastien. Abdelhadi El-Badawi. Oui, vous m'entendez, mais... Les acteurs d'hypersensibilité, les acteurs associatifs d'hypersensibilité, les solutions de santé qui vont finalement impacter les habitants les plus fragiles. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Nous, d'ailleurs, on a mis en place assez rapidement dans les petits militaires et les ruralités très engagées. On a travaillé avec les acteurs de l'hypersensibilité. C'est ce qui a permis le résultat aujourd'hui de nos actions. Donc, ce que vous dites revient finalement au mot de concertation. Vous y ajoutez l'élément associatif qui sont des forces vives, très, très dynamiques, ici et là, associations comme la vôtre, comme les associations de professionnels aussi, qui feraient bien de se rapprocher de vous ou d'où vous auriez éventuellement avantage à vous rapprocher, parce qu'il ne faut pas toujours penser que tout va venir de l'instance administrative, même si elle fait de son côté des efforts. En tout cas, merci infiniment aux uns aux autres. Et je pense que là, c'est une piste, c'est un véritable chantier pour la Société française de santé digitale que de s'intéresser à la démocratie sanitaire, à la santé digitale, au bénéfice des plus fragiles parmi nos concitoyens et même au-delà de nos frontières. Merci infiniment, merci aux organisateurs de cette masterclass et bonne fin de congrès à tous.